Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine pour cette seconde partie avec Joss. Bonjour Joss. Bonjour Antoine, ravi de te revoir à nouveau. Eh bien, écoute, moi aussi, ça faisait une semaine là qu'on attendait la suite avec impatience sur les lignes de Nazca. Et donc, lors de la dernière émission, tu nous as montré l'utilité hydraulique de ces lignes qui tout simplement suivaient un système de nivellement et de pente pour pouvoir apporter l'eau et la redistribuer dans les vallées. Donc là, dans cette deuxième émission, bien, tu vas nous parler des figures de Nazca à proprement parler. Alors, je vous rappelle, ces figures, on les a vues déjà brièvement la semaine dernière, hein, la fameuse araignée par exemple de Nazca, l'arbre de Nazca. Alors tout ça, ce sont des petites plaques qui sont faites par notre partenaire shopartefact.com. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler plus précisément de ces figures. Effectivement, lors de la précédente conférence, vous avez noté que j'ai laissé un petit peu de côté les dessins, les glyphes, les figures, et que je n'ai parlé que des lignes. Parce que le sujet des figures est assez complexe, particulier, et nécessite d'être traité à part. Alors, on trouve plus d'une centaine de dessins gravés à la surface de la pampa qui sont biomorphes ou zoomorphes, prenant la forme de végétaux stylisés et d'animaux. Le singe, l'oiseau-mouche au colibri, le condor, le renard, l'araignée, l'orque, le héron, le pélican et tant d'autres. Vous trouverez très peu d'informations sur l'étude de ces dessins, de leur forme, de leur signification et surtout des moyens utilisés pour les tracer, à part l'idée répandue que tout cela a été fait avec des bâtons et des cordes. Vous me l'accorderez, outil pour le moins rudimentaire. Alors nous commençons près de la tour d'observation que vous voyez ici, ou ici, qui a été voulue et obtenue par Maria Reiche, la mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à étudier et protéger les géoglyphes de Nazca. C'est grâce à elle que le gouvernement péruvien a interdit l'accès à cette zone qui a été classée par l'UNESCO et qui est devenue un des plus grands mystères du monde. Ici, nous voyons deux des trois glyphes qui composent un ensemble à cet emplacement. Les glyphes de l'iguane, qui est ici, et de l'arbre. L'iguane, j'ai rien à dire, mais ça, on nous dit que c'est un arbre. C'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Sachez que de nos jours, il n'y a pas d'arbre sur le plateau de Nazca. Il n'y en a pas un seul. D'après les botanistes, quand même, il y a 1400 ans, les Huarangos couvraient autrefois toute la région. Depuis des siècles, la population locale les coupe. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques exemplaires, je vous ai mis la photo, dans le désert. Certains estiment que la disparition de la population Nazca est due à la surexploitation des arbres. Celle-ci a mené progressivement à la désertification de la région. À noter quand même que le Huarango puise son eau à 50 mètres de profondeur. Alors, comme je vous ai dit, je ne pense pas que l'appellation de l'arbre soit la bonne. J'ai cherché et j'ai trouvé. Le glyphe, à gauche, ressemble beaucoup à l'oca, en espagnol, qui est une plante herbacée du genre des oxalis, de la famille des Oxalidaceae. Cette plante, originaire des plateaux andins,
est cultivé pour son tubercule comestible. Je vous demande maintenant de regarder et de comparer. De comparer les racines ou le tubercule de la photo au tubercule ou aux racines de l'arbre qu'on voit ici. Je suis convaincu que ceci n'est pas un arbre, que ceci représente cette plante. Je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça. Il y a au moins 2 personnes que j'ai vues sur Internet qui avaient la même interprétation que moi. Mais moi, ce n'est pas que j'ai copié. J'ai trouvé ça en cherchant tout seul. Et puis, je me suis rendu compte que d'autres personnes pensaient comme moi. Voici la troisième figure qui n'était pas sur la photo, qui fait partie de l'ensemble. Cette figure que l'on a appelée les mains, à 4 doigts et à 5 doigts. C'est bizarre que si on a voulu représenter des mains, il n'y ait pas 4 doigts de deux côtés ou 5 doigts de deux côtés. Comme vous m'accorderez qu'il n'y a pas beaucoup de mains avec 4 doigts et 5 doigts de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on marche sur les mains. Enfin, je voulais dire sur les pattes. Ou on pourrait dire que là, on marche sur la tête. Plus sérieusement, c'est probablement une interprétation fausse de la réalité. Je propose que ce n'est pas des mains, mais encore une fois, un tubercule. Et je vous laisse le choix entre celui-là, la patate douce, qui est très prisée des Andes. En espagnol, on dit des moniatos. Quand j'étais gamin, ma grand-mère espagnole m'en faisait au four des moniatos. C'est comme une patate, mais c'est jaune à l'intérieur. Ou la calebasse. Pourquoi j'ai choisi calebasse aux courges, dont il y a de nombreuses variétés au Pérou. Pourquoi j'ai choisi l'un ou l'autre? C'est parce que ça me fait penser à des mains, avec des doigts. Ce que j'ai noté aussi, pourquoi j'aurais choisi de représenter ça, la calebasse, c'est que la calebasse était un fruit un peu sacré. Avec la calebasse séchée, on réalisait des tambours et des mates burilados. Vous verrez après ce que c'est. Mais dans les deux cas, vous remarquerez que les racines ressemblent à des mains ou à des doigts. Le mate burilado fait à partir des calebasses ou des gourdes, elles sont ciselées de façon artisanale avec une technique appelée le burilado. L'instrument ici s'appelle le buril et c'est fabriqué au Pérou. Quand j'étais au Pérou, plusieurs fois, on m'en a proposé d'en acheter et malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe d'en acheter une. Alors, le fruit séché devient un objet, à droite, pouvant représenter un personnage. Vous voyez ici une courge séchée avec un personnage. C'est peut-être cela qui a justifié sa représentation en un être dynamique en marche. Ça, encore une fois, je n'ai trouvé personne qui le dise. Ici, un autre exemple est mon interprétation, où les mains ne sont que les feuilles de la pape ou pomme de terre. Ça, certains nous disent que ce sont des mains. Ce ne sont pas des mains, ce sont des racines ou des feuilles. Voilà les feuilles de la pape, voilà les racines. La pape, je la retrouve là, je la retrouve ici. Et ce qui confirme mon intuition, c'est que la fleur qui est dessinée à côté, c'est la fleur de la pape. Vous voyez les pistils ici, vous voyez les pistils qui sont là. Donc là, on est encore, d'après moi j'en suis convaincu, devant une représentation de plantes. On verra après pourquoi ils ont mis des plantes sur le désert. On laisse de côté les plantes et on va passer dans la série des oiseaux, on va en voir quelques-uns. Le colibri, celui-ci le plus connu. Ça, c'est ma photo, que j'ai extrait de ma photo, et ça, c'est une photo sur Google Earth. Donc moi, j'ai survolé ça avec l'avion. Le colibri est aussi appelé oiseau-mouche, à cause de sa petite taille et de ses mouvements d'ailes rapides. Il ne vit que sur le continent américain, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. On en compte environ 34 espèces. Ce dessin fait environ 100 mètres sur 50 mètres.
Remarquez que les ailes à droite sont plus longues et plus larges qu'à gauche. Pour moi, c'est l'indice que l'artiste a voulu reproduire en 2D une image 3D. Il a voulu nous donner une perspective. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais bon. Ici, pour ceux qui ont de bons yeux, voilà l'image de deux figures légèrement visibles sur Google. J'ai extrait l'image, je vous la rapporte ici. L'oiseau qu'on voit est interprété comme un pélican. Et la plante qu'on voit à côté, c'est encore un tubercule, avec les feuilles et puis la partie du tubercule. Ça fait déjà 3 fois qu'on trouve des tubercules. Alors je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça? Je relie ça à un culte de la fertilité. Comment interpréter tout ça? Pourquoi avoir fait des glyphes de plantes? Nous avons vu dans une précédente conférence que les lignes de Nazca et Palpe, les parallélogrammes, les trapèzes, les canaux, les unissants, sont un ensemble hydraulique entièrement connecté pour récupérer et amener les eaux de pluie ou de condensation vers les vallées où on cultivait les légumes, céréales et fruits, comestibles nécessaires à la vie des populations locales il y a 2000 ans. Ça m'amène à penser par ailleurs, vu que sur les géoglyphes ou autour se déroulaient probablement des processions avec des offrandes aux dieux célestes pour qu'ils veuillent bien envoyer la pluie, que nous sommes devant la manifestation d'un culte de la fertilité, et il me semble logique et complémentaire de dessiner près des champs de récolte des eaux, des champs de récolte des eaux. Dans ces champs, je vais dessiner les légumes et les fruits auxquels cette eau vitale est destinée. Donc, j'introduis une hypothèse que tous ces fruits, tous ces légumes, c'est un culte à la fertilité. Alors, j'imagine des processions et des prières et des offrandes adressées aux dieux pour obtenir l'eau de pluie nécessaire à l'agriculture pour continuer son cycle annuel de plantation, croissance et cueillette. J'imagine qu'il s'adresse au Dieu grand con en implorant sa bienveillance. Envoie-nous la pluie bienfaitrice, que nos canaux se remplissent du liquide bienfaiteur comme nos cœurs de joie. Puisqu'on nous dit que, c'est une des théories, ces dessins étaient utilisés pour des processions, au culte aux dieux. Moi, je dis que c'est un culte à la fertilité, que l'eau qui arrive dans nos champs nous donne ses fruits. Alors là, je reviens sur les oiseaux, je reviens sur le colibri. La ligne en orange que vous voyez ici correspond au lever du soleil au solstice du 21 décembre. Je l'ai personnellement vérifié avec le logiciel Photo Ephemeris, utilisé par les photographes pour déterminer les heures de lever et coucher du soleil et disposer des meilleurs angles de réalisation. Il m'est apparu comme un outil exceptionnel pour chercher les alignements solsticiaux en tout lieu de la planète. J'ai pu ainsi, par exemple, vérifier les levées solsticiaux sur le temple de Malte à Mnanjidra. Malte, c'est notre sujet qui m'intéresse. J'en ai profité pour vérifier qu'effectivement, là où on nous dit qu'il y avait des levées solsticiaux, c'était vrai. En regardant donc cette image, je ne suis pas le premier à avoir trouvé cette ligne, d'autres l'ont trouvée, et comme disait un poète péruvien, on dirait que le colibri vient boire les rayons du soleil. Est-ce voulu ou est-ce le hasard? Tout est possible, compte tenu des milliers de lignes présentes à Nazca. Mais dans ce cas précis, j'opte pour une réalisation à caractère astronomique. Tout à l'heure, je vous ai montré le colibri de Lipata qui était incomplet. Voici la figure reconstituée de ce colibri à Palpa.
ce dessin existe. Ça a été effacé. Je l'ai rajouté. Il fait 140 mètres de long sur le plateau. Il ne peut être vu que du ciel. Regardez bien les plumes de la queue. Elles forment un distributeur d'eau. Et sur la paroi du plateau, on distingue nettement les sillons de déversement de l'eau au cours des siècles. On retrouve encore quelque chose qui est relié à travers un dessin à la collecte, distribution et redirection des eaux. Cela me fait envisager l'hypothèse que cette figure précède le parallélogramme, puisqu'on a effacé une partie de la figure, et que ce dernier a pu être tracé sur la figure en conservant l'extrémité des plumes qui déjà servaient de canaux de déversoir. Ici, on trouve un exemple où la figure, le dessin, contribue à ce système hydraulique. Ici, je vous ai montré notre colibri qui est beaucoup moins connu, très difficile à trouver sur Google Earth, très peu visible comme vous le voyez ici, donc je vous l'ai mis d'une façon plus visible, donc j'ai placé une image plus détaillée pour qu'on puisse voir de quoi je parle. Ici, vous le voyez encore, cette image détaillée, certaines personnes disent qu'ils voient ici un avion. Vous voyez l'avion là, les ailes, la queue. Bon, un avion, un NASCAR, moi je ne vois pas un avion. Regardez bien. Ici, j'ai une forme de tête, les yeux, le nez et la bouche. Donc moi ici, je vois un visage. Et ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y en a un deuxième ici. Ici, en bas, je vois encore un visage, mais là, ce n'est pas un être humain. Vous voyez les yeux ici, la tête en forme de trèfle, la bouche, le nez, les yeux. Ça, c'est un humanoïde, point d'interrogation. Souvent, sur Internet, on vous parlera de ça, et on vous dira que ça, c'est un avion. Moi, je vous dis non, ce n'est pas un avion, c'est un visage. Mais regardez encore plus précisément, ça, ce n'est pas vu sur Internet. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Un drôle d'humanoïde. Là, ton visage en haut, à l'intérieur du colibri, il me fait étrangement penser à une statue de l'île de Pâques. Il a les mêmes traits. Il manque les oreilles, je ne sais pas si sont les oreilles là. Les oreilles connaissent. Pourquoi pas? Bon, par contre, ton humanoïde un peu plus bas, c'est vrai qu'il est plus difficile à voir. Moi, je vois autre chose que ce que tu vois, mais... Ah non, mais c'est intéressant de savoir ce sont des pareidolie, hein, donc chacun y voit. C'est le cerveau qui travaille. Il y en a qui sont cerveau gauche, cerveau droit. Moi, je suis cerveau gauche. Moi, je vois un humanoïde, mais on peut voir une fusée, on peut voir un tas de choses. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose. Tu me l'accordes? Ah oui, tout à fait. Il y a quelque chose. Et ça, j'ai trouvé personne qui en parle sur Internet. Il faut dire, mais tu le sais, hein, moi j'ai passé 2 mois sur Internet, enfin sur Google. J'ai passé 2 mois, je ne le crois pas, mais à 7 heures, 8 heures par jour. J'ai fouillé partout. J'ai fait des photos extraordinaires. Heureusement que je les ai sauvegardées. J'ai planté mon ordinateur et j'ai appris, je le dis aux gens qui font sur Google Earth, que chaque fois qu'ils tracent quelque chose sur Google Earth, ils pensent que c'est Google Earth qui le met en mémoire dans son système, et c'est faux. En réalité, Google Earth crée dans votre disque central un dossier où il met tout ça. Et moi, je ne le savais pas, et quand j'ai changé mon disque principal à l'intérieur, là, il est parti à la benne, et tout ce que j'avais foutu dedans, je l'ai perdu. Heureusement que j'avais sauvegardé mes photos et mes tracés sur un disque externe. Là, j'ai appris quelque chose. Alors, je reviens à mon chien, là. En tout cas, c'est comme ça que, bon, encore une fois, ça c'est la photo que j'ai faite sur mon avion, depuis l'avion, que j'ai collée à l'échelle sur le plateau de Google Earth, parce que Google Earth, la définition n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, il faut choisir, je voulais le marquer ici, là, si vous allez sur Google Earth, il faut choisir la date du 29/5/2013. C'est par hasard, ce jour-là, le satellite, il a fait de belles photos. Si vous allez en 2020, au même endroit, vous ne voyez rien.
Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous allez vous naviguer sur Google Earth et vous voulez voir à peu près ce qu'on peut voir, allez en 2013. Donc ce fameux chien, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais selon les traditions locales, les mythes andins, on ne va pas y rentrer dans le détail aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un chien, c'est un renard. Un renard particulier. Nous reparlerons de sa géométrie par la suite. Voici l'orque de Nazca. Très difficile à voir sur Internet, sur Google Earth. Elle est là, mais on ne la voit pas. J'ai trouvé une photo, parce que moi, je n'ai pas pu la survoler. On la retrouve en céramique. L'orque est un être déifié, important, qui apparaît depuis les débuts les plus anciens jusqu'à la fin de la culture Nazca, vers 600 ou 800 après Jésus-Christ. On le retrouve sur les tapisseries et les céramiques en particulier les céramiques de Nazca. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main, dans sa nageoire? Il tient une tête coupée. Récemment, près de Lipata, dans les vallées de Palpa, on a redécouvert ce géoglyphe. C'est aussi une orque tueuse, avec à côté une espèce de poisson que je n'ai pas su pour l'instant identifier comme il faut. Voilà ce que j'ai vu moi sur Google Earth, j'ai réussi à la retrouver. Voici l'image beaucoup plus visible. On la retrouve sur les céramiques au musée de Ica. Je ne vais pas vous donner une interprétation et une explication définitive pour chaque figure, parce que c'est extrêmement difficile. Je ne le ferai que quand je suis sûr de ce que je raconte. L'araignée. L'araignée qui est une des figures les plus connues. Pour Maria Reiche, la figure de l'araignée serait une projection anamorphique de la constellation d'Orion. Anamorphique, c'est compliqué à expliquer. Ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire en photographie, il faudra aller voir sur Internet. Alors, 3 des lignes droites aboutissant à la figure auraient servi à suivre les déclinaisons des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cependant, ça c'est ce que raconte Maria Reiche. Cependant, Antoni Aveni, astronome, fait remarquer que Reiche ne fournit aucune explication pour les 12 autres lignes de la figure et n'explique pas l'intérêt de ces observations astronomiques dans une région où règne la brume une bonne partie de l'année. Je dirais même plus que si on doit regarder le ciel la nuit, on ne voit pas les lignes. Donc, j'ai parlé de l'araignée et d'Orion. C'est ce que nous raconte Maria Reiche. J'ai essayé de reporter la constellation d'Orion sur la figure, ici, là. À vous de juger si l'araignée peut coller avec ça. Mais je dois rajouter que nous savons que d'autres civilisations, dont la nôtre, ne voient pas la même figure dans cette constellation. Nous, on y voit ça, là. Les Grecs aussi. Rien ne permet de dire que les anciens peuples de Nazca, ils voyaient Orion. Les Égyptiens, ils voient ça. Donc, c'est une interprétation qui n'est pas prouvée. Mais Maria Reiche, dans sa volonté de trouver une explication à chaque figure, a collé à chaque figure, à chaque ligne, une orientation avec une étoile. Alors là, avant de continuer, on va rentrer dans un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me fait beaucoup travailler. On va regarder les figures, les dessins de Palpa. Et je dois vous parler d'abord des tisserands. Vous savez, vous ne savez pas, c'est que les cultures de Paracas et de Nazca ont été de grands techniciens dans la technique de réalisation de tissage pour les manteaux qui enveloppaient les défunts, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne connaissais rien en tissage, donc je suis allé voir ce que c'est qu'un tissage. Je vous rappelle ce que c'est que le métier de tissage. Il faut un cadre. Bon, là, vous avez un cadre en bois, un cadre de tissage. Dans ce cadre, on attache des fils du haut vers le bas. Je viens ici, je remonte, ils sont attachés. Ça, c'est ce qu'on appelle le fil de trame. Mot à retenir.
avec le peigne, ici, on amène... Non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ça, ce sont les fils de chaîne. Je dis l'inverse. Donc, les fils qui sont fixes, qui sont attachés au cadre de tissage, sont les fils de chaîne. Avec un poinçon, je vais amener, je vais faire passer entre les fils, une fois par-dessus, une fois par-dessous, je fais passer ce qu'on appelle le fil de trame. Ici, en figure 3, j'ai passé mon fil de trame. Il me reste à le ramener vers le bas pour essayer d'avoir, commencer à avoir un tissage qui se forme. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un peigne. Le peigne vient s'intercaler entre les fils de chaîne. Je descends le peigne vers le bas et je viens empiler mes fils de trame. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Vous allez comprendre par la suite. Mais cette introduction était nécessaire. Donc le peigne sert à serrer les fils de trame entre les fils de chaîne. Ici, le petit cadre que je vous ai montré, la personne a travaillé, vous voyez qu'elle a commencé à former un morceau de tissage. Et on peut comparer ça, qui est quelque chose utilisé en démonstration de nos jours, par les gens qui font du tissage, on peut comparer ça au tissage que font encore actuellement des femmes quelque part au Pérou. Sur le côté, je vous ai mis des photos d'exemples de poinçons anciens, cette pièce ici, qu'utilisaient les anciens andins, en os, en bois, en épine. Tout ça sont des éléments qui ont été retrouvés dans des fouilles. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai expliqué tout ça. Il y a une figure à Palpa qui est très connue, on en parle beaucoup sur Internet, et qu'on appelle le cadran solaire. Je n'ai parlé déjà dans la première conférence, je l'ai cité en tout cas, en espagnol, le reloj solaire. Je me suis posé la question, où c'est qu'ils voyaient un cadran solaire? Moi, je n'en vois pas. Je veux bien voir une aiguille ici, là, mais après, où sont les jours, où sont les années, où sont les mois, où sont les heures? Moi, je ne vois pas. Et puis, en réfléchissant, j'ai vu autre chose. J'ai vu plein d'autres choses. D'abord, je vais m'appesantir un petit peu sur les deux bobines, là. On va commencer par les formes sphéroïdales, c'est-à-dire qui possèdent plus ou moins la forme d'une spirale. Bon, moi, je suis très attentif aux détails. Et je me dis, bon, voilà deux bobines, mais il y en a une qui a les fils verticaux à gauche, et il y en a une qui a les fils horizontaux à droite. Celui qui a... Enfin, ces glyphes-là font encore des centaines de mètres, hein, ce n'est pas un petit dessin. Ceux qui ont fait ça, ils avaient une idée. Ils voulaient montrer quelque chose. Ils voulaient montrer que la bobine de gauche, ou de gauche, n'avait pas le même usage que la bobine de droite. Et si je regarde, c'est encore une fois, c'est une double spirale, hein, c'est-à-dire que si je rentre par le fil bleu, je peux faire le tour de la bobine, et sans couper le fil, je ressors. Il y a une entrée et une sortie. Important à remarquer ça. Ça veut dire que si on doit faire des processions, comme on nous dit, effectivement, les gens peuvent rentrer, parce que ça, c'est de la largeur de 2 mètres, hein, on peut cheminer là. On peut rentrer et ressortir sans jamais se croiser. Idem pour l'autre. Deuxième chose, cette bobine, les fils horizontaux croisent ces fils ici. Et cette bobine-là, les fils verticaux croisent les fils qui sont là. Et là, ça fait tilt, comme j'aime bien dire. Ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est pas le hasard. L'artiste avait une idée, il voulait représenter quelque chose de précis. Attendez. Alors, j'ai parlé de bobine. Alors, je vais préciser maintenant que pour moi, il s'agit de bobines de laine à base de coton et de poils de lama ou d'alpaga, puisque je vais me relier ça à du tissage. J'ai parlé de fils. Ces fils qu'on voit ici et ici, ce sont les fils de chaîne, ici, là, disposés horizontalement, parce qu'un fil de chaîne, il part en haut du cadre, il arrive en bas du cadre, il y a un petit
point saillant, il fait le tour du point saillant, il remonte, et ainsi de suite. Donc là, je découvre que ça, c'est un fil de chaîne. Et les fils qui sont ici, ce sont des fils qui passent entre les fils de chaîne, ce sont les fils de trame. À partir de là, en fonction de ce que je viens de vous dire, on peut aller plus loin et passer à l'image suivante et dire, d'après moi, ce que cette iconographie représente. Voilà ce qu'ils ont voulu représenter. Je vous remets en haut le cadre où il y avait les fils de chaîne. Regardez le fil de chaîne ici. Vous le retrouvez là. C'est imparable. Et ils sont bien parallèles, comme ici. L'artiste a représenté un cadre. Il nous a représenté deux bobines de fil. Comme je vous ai expliqué, il les a différenciées. Une, c'est celle qui sert à faire les fils de chaîne, et l'autre, les fils de trame. Et il me manquait le poinçon. Mais je fais marche arrière, il y a le poinçon. Il y a le poinçon. Vous le voyez là, le poinçon? Et le poinçon, quand j'arrive ici, regardez bien, le fil, il part de là, et il descend vers le bas. Vous voyez le fil qui part là? Donc ça n'a rien à voir avec un cadran solaire. C'est tout à fait une représentation des artisans. Une magnifique représentation des artisans. Il y a tout. Il y a tout. Le fil de chaîne, le fil de trame, le poinçon, les bobines, et les fils sont reliés. Ça, c'est le fil de chaîne. Le fil, il est relié là, en haut. Donc ça, je n'ai trouvé personne, mais personne, qui a pu analyser ce glyphe comme je l'ai fait. Donc, comme je vous disais, quand je n'ai pas d'explication personnelle, j'insiste pas. Mais là, je suis sûr à 100% que je ne raconte pas de bêtises. Il ne peut pas en être autrement. Il n'y a aucune raison de faire des lignes pour transporter de l'eau. Attendez. Je ne vais pas faire des lignes pour transporter de l'eau comme ça, là. Si je veux amener de l'eau vers le bas, je vais la faire descendre comme ça. Si je veux aller à droite, je ne vais pas tourner ici. Donc là, on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les lignes de collecte d'eau. C'est autre chose. Alors, il me restait quand même un truc à expliquer là. C'est que ici en haut, bon, ça c'est ce qu'on vient d'étudier là, hein, le cadran solaire qui n'en est pas un. J'espère qu'un jour ils vont rayer ça sur Internet, ils vont dire c'est Josh qui a dit que c'était autre chose. Il y a ça là. Et ça, tout de suite, on dit c'est E.T., un extraterrestre. Bon. Alors moi, sur mon compte Facebook, j'avais publié cette photo et j'avais mis, d'après vous, c'est quoi ça? Il y a une personne dont je n'ai pas le nom en tête, une dame, qui sûrement doit tisser, qui m'a dit, Monsieur Castellet, ça c'est le peigne. C'est pour ça que je vous ai parlé du peigne tout à l'heure. Ça c'est le peigne des tisserands. On passe la main dans la rainure là, et ça c'est le truc pour tirer vers le bas. Vous me suivez? Alors, je suis allé ici, je vous ai trouvé un peigne des tisserands actuel. Ça, c'est un peigne actuel. Vous m'accordez qu'il y a une bonne ressemblance avec ça, ce n'est pas un extraterrestre. Et moi, ça conforte mon idée que tout ce truc ici, là, j'ai laissé de côté ce couteau, on en parle une autre fois. Tout ce qui est ici, mais ça en fait partie. C'est la représentation du peigne. Parce qu'on ne peut pas tisser, malgré tout ce qu'il y a ici, si on n'a pas le peigne. Alors, je me suis appliqué à voir si on en trouvait d'autres. Parce que moi, quand je trouve un truc, je dis, bon, il faut décanner un deuxième au moins pour que je puisse affirmer ce que j'affirme. Et ce glyphe, je l'ai trouvé ailleurs. Ici, vous ne voyez pas très bien. Il est là. Je vous ai extrait ça sur une étude qui a été faite où personne ne dit ce que c'est. Mais moi maintenant, tout me saute aux yeux. Je vois le peigne et je vois ici quelque part les fils de trame et les fils de chaîne. Et le peigne, il est bien là, il est rattaché à des fils, donc il va me servir à mettre en place mon truc. Donc j'ai au moins 2 peignes. Alors, ici je l'ai agrandi, vous le voyez nettement.
Je vous dis encore une fois, personne n'a trouvé d'explication à ce glyphe, mais je comprends. Mais si on suit le fil de mon raisonnement, l'énigme commence à nous livrer ses réponses. Alors, continuons sur la lancée et cherchons. Moi, il est dans quelle région, ce glyphe-là? Palpa. D'accord. Kunasca, je ne sais plus. Attends, qu'est-ce que je t'ai raconté? Il est. Bon, de toute façon, que ce soit Palpa ou Nazca, s'il est à Nazca, il est près de Palpa. Il n'est pas en bas de Nazca. Mais honnêtement, je ne sais pas te répondre, mais en tout cas, il est dans la région, quoi. Il est dans le coin. Alors, à partir du moment où j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais il faut que je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Là, je fais un saut carrément du côté de Nazca pour prouver que, en particulier, chaque fois qu'il y avait un ensemble d'habitations, un ensemble où il y avait des artisans, dans les flancs des montagnes, on trouve ces genres de trucs. Alors, les archéologues nous disent, ouais, ils ont fait des lignes en zigzag. Ils ont fait des lignes en zigzag et des lignes droites qui s'entrecroisent. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Mais mon Dieu, mais à partir de maintenant où moi je vous ai délivré la clé de l'énigme, elle est lisible partout. Ici, cette spirale-là, je l'ai surlignée, mais elle existe. Sur Google, vous pouvez la voir. Et puis il y a ce fameux parallélogramme qui tout à la fois, c'est là où c'était génial. À la fois, ce parallélogramme me servait à capter de l'eau ici, à l'accélérer. Voilà. Non, là, c'est le contraire. Si, à l'accélérer, parce que j'agrandis. Non, à la réduire. Là, on ne voit pas sur la photo, il y a une grande pente. Vous voyez, là, on est à 718 mètres, là, on est à 600 et quelques. Si je mets de l'eau ici, elle descend très vite. Donc, pour la freiner, j'agrandis la surface. C'est-à-dire que la couche laminaire, je l'agrandis, donc ça freine l'eau. Donc non seulement j'ai un système qui me permet d'amener de l'eau ici en bas, la vallée ici, ça en noir c'est la partie végétale, hein, mais en plus, je retrouve ma bobine de laine, je retrouve mon fil de trame, je n'ai pas de fil de chaîne ici, peut-être qu'elle a été effacée, mais ici à côté, il y a la même chose. Et là, je vois à la fois des zigzags et des lignes. Donc ici, de ce côté, vous savez, on regarde des trucs qui ont 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Regardez ici, l'eau a raviné, ça a emporté une moitié du dessin. Donc il manque des choses. Mais je me dis, j'ai encore la représentation d'un poinçon pour tisser, une bobine et du fil de chaîne. Voilà la représentation telle que je la vois. Donc, on est toujours à Palpa. Ici, il y avait une vague forme de spirale qui a été effacée parce qu'on est en bas du tout. L'eau a circulé par ici. Ici, ce sont des vieilles habitations. Les gens ont circulé. On a pu effacer. On voyait un petit peu la spirale. Donc, j'ai mis à sa place la bobine. Et maintenant que je connais le système, j'en déduis le reste. Ça, en bleu, ça existe. Je l'ai souligné. Il me manquait un petit bout ici. Donc, j'ai une bobine de fil. Je sais que ça, c'est le fil de trame. Et ici je retrouve les fils de chaîne. Et toujours un poinçon. Un poinçon qui sert aussi de figure de parallélogramme pour amener de l'eau d'ici jusqu'en bas. Donc, on a à la fois une construction qui a été définie au sol pour honorer d'une certaine façon le métier des tisserands et pour récolter de l'eau. Puisque ces lignes ici, qui sont des fils de chaîne, ben, si vous regardez ici 350, 346, 339, l'eau, elle va descendre par ces fils, qui sont des canaux. Là, à l'échelle, on voit qu'un fil, mais si on descendait, le fil, il fait 20 ou 30 cm de largeur. Donc, j'en arrive à dire maintenant que on a une partie des glyphes, à Palpa en particulier, parce que c'est vraiment à Palpa qu'on trouve ça, pas à Nazca. Sur le plateau de Nazca, il n'y en a pas un seul. Celui que j'ai montré à Cantalioc, il est à côté de Nazca, mais pas sur le plateau. Toujours à côté des zones qui étaient habitées, où là, il y avait les artisans. Mais j'appelle ça le glyphe des tisserands.
j'ai trouvé plus d'une dizaine de glyphes de tisserands. J'arrive à la conclusion que les tisserands étaient une caste spéciale d'artisans. Ils ont tissé et brodé des mantos pour envelopper leurs défunts, en particulier dans la civilisation Paracas. Le culte des défunts, on a vu le culte, comment j'appelle ça dans notre conférence, j'ai oublié. Bon là, j'appelle ça le culte des défunts, qui a pu les amener à placer ces glyphes visibles depuis le ciel, parce que ça, au sol, on voit que dalle, pour entrer en contact avec les âmes des anciens et leur demander d'intervenir auprès de leur Dieu pour amener la pluie bienfaitrice. Donc, on vous a brodé de beaux mantos, messieurs les défunts, vous qu'on a honoré avec ces mantos, qu'on a brodé pendant des mois et des années, avec des fils qui font des longueurs de plusieurs centaines de mètres, parce qu'il ne fallait pas casser le fil. Et bien maintenant que vous êtes en haut, on vous met le glyphe de l'outil qui a servi à faire vos mantos, et on vous demande d'intervenir auprès de Dieu pour nous amener l'eau. Voilà comment j'explique ça. On continue avec mon interprétation. Ici, je passe directement au dessin. Au dessin où j'ai mis en superposition mon pinceau. Le pinceau, il est dessiné dessous, hein, mais moi, je mets mon pinceau dessus. Ici, il y a une spirale dessinée sur le sol, je mets ma bobine de fil. Mais, alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y en a 3. Moi, je n'ai besoin que d'une, voire de 2. Mais, ce que je n'ai pas dit dans la précédente conférence, c'est que on a pu représenter aussi des tourbillons. Parce que souvent, ces tourbillons, un tourbillon d'eau, ces spirales sont souvent à la limite entre les parties qui récoltent les eaux et l'endroit où l'eau se déverse dans la vallée. Donc, imaginez que l'eau arrive ici, je mets un tourbillon, je suce, je happe, j'attire l'eau vers la vallée. Donc, j'émets l'hypothèse que certaines de ces spirales, je n'ai pas pu tout vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a 100 photos, certains de ces tourbillons seraient une représentation, ou plutôt certaines de ces spirales seraient une représentation d'un tourbillon d'eau. Et ici, on aurait donc une spirale qui représente une bobine de fil et 2 tourbillons d'eau. Toujours le poinçon. Le fil de trame, ce sont les fils comme ça. Et le fil, non, pardon, le fil de trame, il est en bleu. Et le fil de chaîne, il serait dans les lignes, là. Encore un exemple. Ici, il y avait une spirale, donc j'ai mis ma bobine. Ma bobine se relie à là, c'est moins précis, mais il y a quand même toujours un zigzag. Nous savons que le zigzag, c'est le fil de trame. Et puis, il y a, ici, c'est interrompu, vous voyez. Là, on voyait bien que ça tournait, ça n'existe pas. Ça, c'est le fil de chaîne. Mais on voit qu'on est venu rajouter par la suite ce grand parallélogramme de récolte des eaux. Encore une fois, on est à un endroit où on parle de 2000 ou 3000 ans. 3000 ans, c'est très long. Hein. Ils ont pu se préposer des figures. Donc ici, j'ai mon fil de trame et mon fil de chaîne qui est ici. Et toujours, si je regarde le niveau, ça sert à conduire l'eau. Donc j'ai à la fois un enchevêtrement de dessins pour recueillir de l'eau, mais en même temps, on en profite pour faire le glyphe des tisserands. Un dernier exemple, je ne sais pas si c'est le dernier. Je vais directement à la fin, je ne passe pas par les petits dessins. Ici, il y avait une spirale, donc j'ai 2 bobines. Le fil de trame, on ne le voit plus. Ça a été effacé par le parallélogramme. Mais on pourrait en voir 2 petits bouts ici. Je l'ai mis en pointillé. Et puis le zigzag, c'est le fil de... Je ne me trompe pas, attendez. Fil de trame ici, pour cette bobine, fil de chaîne là, oui, bon, voilà, ici j'ai un glyphe de tisserand, j'en ai un ici, et deuxième est en haut, avec le fil de trame et fil de chaîne, je me peut-être emmêler les pédales, ça devrait être le fil de, je me suis trompé là, ça c'est le fil de trame, ah non, fil de trame, voilà, j'ai dû inverser là, mais bon, ils y sont encore.
Là, on change de site. On va passer la Pampa de San Ignacio, qui est à côté de Palpa. J'ai divisé ça pour une autre étude en 5... pardon, c'est San Ignacio 1, San Ignacio 2, San Ignacio 3, c'est pas 13, hein. San Ignacio 4, il faudrait en tirer, San Ignacio 5. J'ai divisé ça en 5 régions que j'ai étudiées à part, en particulier pour les écoulements des eaux, mais on va voir qu'il y a aussi des glyphes. Donc ici, c'est très clair pour moi. Le San Ignacio 4, il y a une spirale magnifique qui est dessinée ici, qui est une bobine. Il y a ce parallélogramme qui va de l'eau d'ici à ici. Il y a des lignes à côté, horizontales et en zigzag. Je me dis tout de suite, là, il y a le glyphe de Tisserand qui est caché. Le voilà tel que je le vois. En bleu, le fil de chaîne, rattaché à la bobine. En 2, le fil de trame. Il se peut qu'il y ait une autre bobine ailleurs, mais qui a été effacée par le temps. Et en 3, le poinçon. Et associé à un parallélogramme de récolte des eaux. Encore un autre un peu plus difficile à voir, mais il faut vraiment suivre mon raisonnement. Là, il y avait une spirale qui est dessous, mais bon, je vais directement donner la photo. La bobine de fil, le fil de trame en rouge, le fil de chaîne en vert, le poinçon. Toujours, je vous rappelle ce qu'on a ici, ce qu'on retrouve là, dessiné à leur façon. Je pourrais continuer ainsi, mais ce serait trop long. Ici, je vous ai empilé 12 images. Certaines, je vous les ai montrées. Mais c'est pour vous signaler que j'en ai trouvé énormément. Et que ma découverte, qui est partie de l'interprétation du cadran solaire en interprétation d'un glyphe de Tisserand, s'est révélée être un peu partout. En partant de ça, en appliquant ça, j'obtiens partout le glyphe de Tisserand. Et ici, parfois, j'obtiens à des endroits où il n'y a pas du tout de bobine. Si, il y a une bobine, mais il n'y a pas de ligne. Et c'est en bordure vous voyez, en bordure de vallée, là. Là, mon hypothèse, c'est que là, ils ont voulu représenter un tourbillon d'eau. Bon, voilà, je pense que je vous ai présenté quelque chose que vous ne trouverez pas sur Internet, dans ce fameux géoglyphe relié aux artisans, aux tisserands. C'est mon intuition qui m'a ouvert la porte de cette interprétation. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, ça m'a satisfait. Et je considère que j'ai un deuxième mystère à résoudre. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour cette conférence sur les glyphes. Bon, bien, merci Joss pour cette nouvelle démonstration qui est, ma foi, assez convaincante, moi je trouve. Hein. Je pense que tu as mis vraiment le doigt sur quelque chose par rapport à ces glyphes du Tisserand. Comme tu l'as dit, moi j'en avais jamais entendu parler nulle part, ni sur internet, ni dans des bouquins. Alors, il y en a peut-être effectivement certaines, car effacées par le temps, qui peuvent être discutables, où on ne revoit pas forcément toute la structure, mais en tout cas, celles qui sont le mieux conservées, très clairement, on le voit parfaitement, hein, ce métier de tisserand, avec le peigne qui est en haut. Maintenant, la question que je me suis posée, moi, pendant ta démonstration, c'est ok, peut-être qu'effectivement la guilde tisserand était assez importante et pouvait imposer ce genre de glyphes, mais pourquoi les faire si grands, même si c'est pour honorer les dieux ou les âmes des défunts, etc. À un moment donné, tu as apporté la réponse, hein, dans ta démonstration, c'est que en fait c'était du 2 en 1, c'est-à-dire que d'un côté on utilisait ces lignes pour faire la captation d'eau, l'autre côté, eh bien, on en profitait pour honorer du coup à travers ces lignes, faire un schéma qui était finalement assez facile à faire, hein, parce que ça reste des lignes droites, pour pouvoir représenter ces tisserands. Puis c'est vrai que lorsque ces formes trapézoïdales qui représentent l'aiguille
ou la navette aussi, qui est présente à chaque fois qu'on retrouve ce tourbillon. C'est vrai que c'est assez significatif. Là où je suis moins persuadé, c'est les tourbillons d'eau. Moi j'ai l'impression que c'est plus, on reste toujours sur les glyphes des tisserands, simplement ça a été tellement effacé par le temps qu'on ne retrouve plus les trames, etc. Donc je suis moins persuadé par l'explication de la représentation des tourbillons d'eau. Mais voilà, ces glyphes des tisserands, vraiment chapeau, Monsieur Josse. Je pense que si les gens regardent sur Internet et puis voient ma présentation de celui-là, tu vois la souris là, hein, celui-là il est imparable. Hein. Là c'est vraiment un cadre. Hein. Oui, celui-ci est le plus... tout à fait. Je défie n'importe qui, je lance le défi hein, à me dire qu'il peut trouver autre chose de mieux que moi, comme explication. Non, il n'y a pas de raison effectivement de faire un circuit de cette façon-là à l'eau, sauf si... Alors, la seule explication possible, c'est qu'à l'époque, il y avait des cultures à ces niveaux-là, un petit peu comme dans les rizières, où on fait, tu vois... La photo, elle est aplatie, mais on parle de 700 mètres, on tombe à 600 mètres. Il y a 100 mètres de dénivelé, là. Voilà. S'il y avait une culture, la culture péruvienne, tu la connais, c'est en terrasse. On ne met pas des champs à plat sur une falaise. Les Incas faisaient ça, mais en terrasse. Les Incas et ceux qui les ont précédés, d'ailleurs. Tout à fait. Ce que je peux vous dire, c'est que pour faire ce que j'ai fait, ces représentations, j'ai passé un mois. On ne trouve rien sans énergie. D'abord, il faut de l'intuition. L'intuition est partie d'ici. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai une bonne intuition qui est doublée de connaissances mathématiques que vous verrez par la suite, qui font que peut-être je vois des choses qui se relient géométriquement et mathématiquement et qui me font penser à quelque chose. Et je reviens sur les tisserands. La technique d'un peuple barbare comme étaient les Paracas et les Nazca, la technique la plus évoluée, aussi évoluée que de nos jours, même plus, c'était le tissage. Et le tissage faisait intervenir toute la société. Dans la montagne, il y avait des gens qui élevaient des alpagas et des lamas, qui récoltaient la laine, qui la changeaient, l'interchangeaient avec les gens qui étaient plus à côté de la mer, contre du poisson ou autre chose. Cette laine servait à tisser. Puis il y avait les champs de coton. Les gens faisaient du coton pour le tissage. Et puis il y avait les gens qui gardaient ce coton. Parce que là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la technique ancienne du tissage passe par plusieurs phases. Il faut garder le coton, il faut tisser le fil, il faut faire des bobines. Et comment ils faisaient pour faire des bobines de fils? On a trouvé des fils qui font 10 km. Il y a des mantos, quand on regarde le fil au microscope, il n'est jamais coupé, il n'y a pas un nœud, il fait 10 km. Il y a un livre que j'en ai parlé à une conférence chez Zipati, il y a quelqu'un qui a écrit un livre en disant qu'ils utilisaient les lignes de Nazca pour mettre leur fil sur 10 km. Pourquoi pas? Ça relierait encore les lignes de Nazca au tissage. Et puis donc, même si mes dessins, mes superpositions ne sont pas parfaites, sachez que moi, au début, quand je regardais, je ne voyais pas ça. Des fois, pour trouver un truc comme ça, j'y passé 2 jours. Puis à un moment donné, ça fait tilt. Ça m'est apparu. Et si j'ai mis cet ensemble de photos, c'est fait exprès. Et je n'ai pas mis tout, parce que je vous dis, j'en ai trouvé une vingtaine comme ça. Je n'ai pas fini d'explorer Nazca, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Il y en a énormément. Et la concentration de géoglyphes contribue à dire que statistiquement, avec une probabilité que je n'ai pas calculée, je suis dans le vrai. Tu me suis? Si j'avais montré que ça, on dirait, ouais, bon, c'est parfait votre truc, mais il n'y en a qu'un. Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a des dizaines. Et c'est là où ça prend sa forme. Oui, tout à fait. Puis un autre point que j'ai bien apprécié dans cette conférence, hein, j'espère aussi que vous aussi vous avez apprécié la démonstration, ce sont, rappelez là, c'est hop, la patate douce, et puis alors celui-ci, l'arbre, je ne sais plus quelle plante
à bulbes. Ça porte un nom bizarre. Mais c'est vrai que oui, on est tout à fait une très bonne interprétation là aussi. Si on voulait représenter une patate douce avec ses racines, j'ai cru voir un navet aussi. Pourquoi pas? Ouais, c'est plutôt que de voir des arbres, voir des légumes pour le culte de la fertilité. Là aussi ça colle. Le problème, c'est qu'il suffit que quelqu'un donne un nom à un glyphe sur Internet, il est accepté, et puis après, on n'en sort plus, quoi. Et les gens, 99,99% des gens qui n'ont pas le temps de se poser des questions, qui sont intéressés, mais ils regardent ça comme après ils vont regarder autre chose, ils disent, ouais, il y a un arbre. Et puis quand vous allez avec l'avion là, survoler ça, moi j'ai survolé, le gars, il nous disait, voilà l'arbre, voilà les mains, voilà. Et tout le monde est content. Et moi, j'étais pas, enfin, j'étais content. Moi, j'ai rien dit, mais après, quand je suis allé voir, j'ai dit non, mais c'est pas possible, quoi. Il y a autre chose. Le rasoir dans le crâne, comme on dit, il faut toujours chercher le plus simple. Quelque chose qui se colle à la civilisation, à leurs besoins, à leur aspiration. Ouais. Alors, moi, il me manque des explications quand même sur certains. Celui-ci, là, le singe, j'ai pas de... Regarde bien le singe. Tu découvriras les fils de trame, les fils de chaîne et la bobine dans la queue. Alors, dans la queue, je vois la bobine, mais après, je vois pas le reste. Si, regarde les zigzags, les lignes droites. En bas du singe, pas le singe lui-même, sous le singe. C'est quelque chose que tu nous montres dans la troisième... Je sais, non, parce qu'on va passer à autre chose. Tu as raison de faire la remarque, je ne pouvais pas tout vous présenter, parce que déjà, c'est un peu long. Mais éventuellement, on refera une conférence au jour. Moi, je n'ai pas fini avec Nazca. Hein. Nazca, ça me passionne. Je m'endors la nuit en pensant à Nazca. Enfin, pas maintenant, je suis passé à autre chose. À une époque, je m'endormais en pensant à Nazca. Et franchement, ceux qui peuvent se payer un beau voyage, c'est pas avec le Covid, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra voyager là. Mais si un jour on peut se payer un beau voyage et que les gens ne peuvent s'en payer qu'un, bon, il y en a qui vont aller dans les îles prendre le soleil, c'est pas mon truc. Allez au Pérou. Le Pérou, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là. Il y a des mystères qui nous racontent un passé qui n'est pas dans les livres d'histoire, ça c'est sûr. Ah, tout à fait. Tu as tout à fait raison. En tout cas, voilà. Si vous avez apprécié cette deuxième partie de conférence, eh bien, moi, je vous invite tout simplement à nous rejoindre la semaine prochaine, samedi prochain, pour voir la troisième et dernière partie de la conférence sur les lignes de Nazca. En 2 mots, Joss, quel thème vas-tu aborder la semaine prochaine? Alors là, tu le sais, je suis ingénieur, les mathématiques et la géométrie me titillent à chaque fois que j'en compare les anciens. Donc, dans la troisième conférence, je vais essayer d'être simple dans ce que je vais présenter, mais là, vous allez découvrir encore un truc plus extraordinaire, c'est la géométrie incroyable de ces lignes, et de ces dessins en particulier. Ok, bon, ben voilà, le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Puis je vous rappelle que vous pouvez aller aussi sur la boutique de mon ami Fred, Shop Artefact, qui fait ces nouveaux objets là qu'il a lancés sur les lignes de Nazca, qui sont vraiment très sympas. Et puis vous pouvez aussi retrouver Joss, il l'a cité tout à l'heure, sur la chaîne de l'association Sur les Padipati, où il fait aussi de très très belles conférences. Et puis bien entendu dans les pages de Génération Cité d'Or, dans le numéro 6, Joss nous parle des stèles d'Araparayo. Voilà, je vous invite à aller sur le site de Génération Cité d'Or. A très bientôt à tous, Joss, à la semaine prochaine pour la suite et fin des lignes de Nazca. Allez, ciao ciao.